Hello à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de LM Talk. Je suis très contente de vous retrouver et aujourd'hui je vous retrouve avec une invitée spéciale. Céline, bonjour. Hola. Comment tu vas ? Ça va très bien et toi ? Ça va très bien. Aujourd'hui, du coup, à travers ton parcours et ton expérience, on va pouvoir parler de divers sujets liés à l'industrie musicale, notamment l'édition musicale et la structuration des artistes dans l'industrie, notamment dans le rap. Et on va parler aussi de la gestion de labels. Mais avant tout ça, je te propose de te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Moi, c'est Céline Baconde. Donc, à la base, j'ai fondé une société qui s'appelle la 9e Muse, qui fait de l'accompagnement administratif spécialisé dans le rap. Et ensuite, j'ai géré et cofondé un label qui s'appelle 99 Révolution, donc qui est le nouveau label de l'artiste Youssoupha. Et à côté de ça, je donne aussi des conférences et des masterclass en école, voilà, sur l'industrie musicale. Sur l'industrie musicale. Administration ou vraiment industrie musicale au global ? Industrie musicale globale. Ok, trop bien. Il me semble, si je dis pas de bêtises, enfin comme tu l'as dit en fait, que tu accompagnes plutôt des structures et des artistes qui sont issus du rap. On sait que le rap, c'est pas forcément un mouvement musical qui est hyper adepte de l'administratif, qui est hyper adepte de la structuration. Est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose qui évolue au fil du temps ou qui est toujours actuel ? Parce qu'on sait que le rap, c'est un business qui est gigantesque, donc je pense que les artistes prennent conscience qu'il y a besoin de cette structuration. Mais est-ce que tu as quand même l'impression que c'est une problématique qui reste actuelle malgré l'évolution ? Oui, totalement. En fait, je pense que déjà, le premier problème, c'est un problème qui est lié à un aspect social, parce qu'en général, les gens qui sont issus du rap, c'est des gens qui sont souvent issus de milieux où la scolarité, c'était pas forcément leur point fort. C'est aussi des gens, en général, qui ont commencé la musique presque par accident, tu vois. Donc, c'est tous ces enjeux-là qui font que l'administratif, c'est quelque chose qu'ils ont un peu en horreur. Et en fait, ce qui se passe en ce moment et ce qui est intéressant, c'est que tu sens vraiment qu'il y a un intérêt, surtout pour les subventions, plus que pour le reste, parce que l'argent, forcément. Évidemment. Mais d'un autre côté, malgré l'intérêt, il n'y a pas vraiment de profil issu des communautés rap qui arrivent vraiment à sortir du lot au niveau administratif. C'est-à-dire qu'en général, dans mon domaine, les gens qui font ce que je fais, ça va être des gens qui vont avoir la quarantaine, qui vont être blancs. En général, c'est même plutôt des hommes, tu vois. Donc, j'ai un profil qui est un peu atypique par rapport à ça. Et moi, je pense justement qu'il y a un vrai créneau, parce que déjà, il y a de l'argent, c'est pour ça que je le fais. Et surtout parce qu'il y a un vrai besoin. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui regardent ton podcast qui sont intéressés par ce domaine-là, mais si c'est le cas, moi, je pense vraiment qu'il y a une niche qui est sous-exploitée et dans laquelle il faut que les gens, comme moi, comme toi, comme nous, tu vois, qui s'intéressent à cette musique-là, s'investissent. Puissent aider du coup dans cette structuration-là. Au global, donc tu as parlé du coup de subventions. Dans la structuration, il y a tout ce qui est aussi lié à l'édition musicale. Est-ce que tu pourrais définir ce que c'est concrètement l'édition musicale ? Parce que je pense que c'est quelque chose que, en vrai, au sein de l'industrie comme en dehors de l'industrie, c'est quelque chose qui est assez flou pour les gens quand t'es pas dedans vraiment. Donc j'aimerais bien que tu m'expliques un peu plus ce que c'est. Oui, bien sûr. Alors, en général, je l'explique avec une métaphore. En général, je dis que donc l'édition musicale, c'est l'âme et que la production musicale, c'est le corps. Ok. Et donc, l'idée, c'est de dire que l'édition musicale, c'est le fait de gérer et d'exploiter l'âme de la chanson, donc les paroles, l'instrumental, et que la production musicale, c'est le fait de gérer le master, donc le corps, en fait. À partir du moment où l'âme est mise dans un corps, donc l'œuvre est fixée sur un support, c'est là, justement, qu'on rentre dans ce qui est l'exploitation musicale. Et donc, l'idée, c'est que l'édition précède la production. Donc, je ne sais pas si c'est clair. Moi, j'ai compris en tout cas. Mais du coup, l'édition, concrètement, c'est quand il y a une musique qui est sortie, on acquiert des droits sur cette musique. Et après, le but, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, quand elle est exploitée, que ce soit en radio, dans des concerts, dans des boîtes de nuit ou quoi, là, il y a des droits qui peuvent être récupérés, donc de l'argent qui peut être récupéré. C'est pour ça que c'est hyper important de développer ça. Est-ce que tu as l'impression que tous les artistes vraiment ont conscience de ça et que ça se fait naturellement ou qu'il y a encore des progrès, etc. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'artistes, par exemple, qui commencent, qui savent pas que c'est essentiel de s'inscrire à la SACEM, par exemple. Je trouve que sur la partie édition, il y a beaucoup plus de connaissances que sur la prod, malgré ce que les gens pensent. Okay. Parce que la SACEM, justement, elle a fait un vrai travail
de branding, tu vois. C'est-à-dire que la SACEM, c'est cité même dans les morceaux de rap. Ouais. Donc les gens, ils font de la musique, leur premier truc, c'est essayer de savoir comment je peux toucher ma SACEM, comment percevoir ma SACEM. Donc il y a quand même pas mal de connaissances sur s'inscrire à la SACEM. Après, ils veulent s'inscrire pour récupérer de l'argent, mais ils savent pas d'où vient l'argent. C'est ça, comment voilà, ça fonctionne. C'est vrai, tu vois, ça c'est vrai. Mais je trouve que sur l'aspect vraiment édition musicale, ça veut dire le fait qu'il y a de l'argent quand tu passes en radio, quand tu passes en télé, sur le streaming, ça pour le coup c'est acquis. Après, pour ce qui est du reste, c'est clair qu'il y a besoin de plus d'informations. En tout cas, le minimum vital, ça veut dire faut que je m'inscrive à la SACEM. Après, non, j'abuse parce que même au niveau des dépôts, parce qu'en fait, il y en a qui pensent qu'il suffit de s'inscrire à la SACEM pour avoir de l'argent. Alors qu'en fait, l'adhésion, c'est la première étape, mais que la deuxième étape, c'est le fait de déposer à chaque fois ses titres. Et ça aussi, c'est encore un autre travail. Et puis pour le coup, c'est vraiment important parce que même en dehors de l'aspect argent, il y a l'aspect reconnaissance de l'œuvre et protection de l'œuvre. Parce que si t'es pas inscrit à la SACEM et que demain j'utilise ta chanson dans un concert, au final, il n'y a pas cette reconnaissance vraiment que ça t'appartient, entre guillemets, et que du coup, tu dois toucher de l'argent. Si Après, attention, parce qu'il y a une fausse idée reçue. Ok. Faire un dépôt à la SACEM ne protège pas une œuvre. Ok. C'est-à-dire qu'en droit français, on part du principe qu'une œuvre, à partir du moment où elle existe, où elle est créée, elle est censée être protégée. Okay. Tu vois. Donc, il y a ce truc-là où les gens pensent que déposer, ça protège, sauf que ça n'est pas le cas. Mais après, ce que tu dis, c'est vrai, dans le sens où le fait de déposer une œuvre, ça permet quand même de créer une antériorité. Donc, même si ça ne protège pas, si demain, il y a besoin de lancer une procédure, par exemple, par rapport à un vol de titre ou quoi que ce soit, c'est une preuve en plus pour prouver que potentiellement, tu es l'auteur original de la chanson en question. Ça ne protège pas, mais c'est toujours utile dans le cas d'une procédure. Ok. Tout à l'heure, du coup, tu parlais aussi de l'aspect subvention. Toi, tu as une société qui, du coup, aide à l'accompagnement pour justement créer des dossiers, etc. Mais il y a d'autres structures comme la SACEM ou encore comme le CNM qui sont censées pouvoir aider les artistes à avoir accès à ces subventions. Malheureusement, tu disais dans une masterclass justement sur ce sujet-là que souvent les critères d'accès à ces subventions-là, etc., elles sont totalement en inadéquation avec le marché et notamment le marché du rap. Qu'est-ce qui fait que justement c'est pas en adéquation avec avec les rappeurs et avec leur manière de fonctionner, etc. pour toi? En fait, il y a une problématique qui est les enveloppes en fait, qui sont mises à disposition. Il y a de moins en moins d'argent. Et parce qu'il y a de moins en moins d'argent, une des manières les plus simples de réduire le nombre de personnes qui peuvent demander, c'est forcément durcir les critères pour qu'il y ait moins de dossiers à traiter. Donc pour moi, je pense qu'il y a cet enjeu-là, qui est un enjeu principal. Et après, le deuxième enjeu, on va me faire passer pour une complotiste, mais c'est ma conviction, c'est que les gens qui bénéficient aujourd'hui de ce système, c'est aussi les mêmes types de personnalités qui sont au cœur de la machine, notamment au niveau des commissions, des conseils d'administration. Ils appartiennent à un genre de musique, à des genres de musique spécifiques. Et donc, ça paraît cohérent si toi, tu bénéficies de l'aide et du pouvoir, entre guillemets, dans une institution, de faire en sorte que ce soit ton genre de musique qui puisse continuer d'en bénéficier. Je dis pas qu'ils mettent le rap à l'écart, parce qu'ils font des efforts, mais jamais ils se sacrifieront pour que le rap puisse bénéficier de plus d'aide financière. Alors que, parallèlement, c'est le rap qui nourrit énormément ces institutions, au final, parce que dans l'industrie musicale aujourd'hui, le rap, c'est le premier genre musical qui fait de l'argent. Donc il y a vraiment cette parallèle entre les institutions qui sont censées aider au développement de la musique et de l'industrie musicale et justement cette industrie musicale qui se nourrit de ce rap-là, mais qui ne l'encourage pas, entre guillemets. Et ça, c'était des positions que tu avais déjà dans ce que j'ai pu écouter de toi il y a quelques années. Mais est-ce que tu penses que c'est encore actuel aujourd'hui, alors que, en parallèle, par exemple, il y a de nouvelles initiatives comme les Flammes qui essayent un peu de mettre en avant cette culture du rap. Est-ce que pour toi, ces problèmes, ils existent encore aujourd'hui ou ça commence un peu à s'améliorer? Oui, ils existent encore, mais aujourd'hui, ma posture, elle a un peu plus évolué, dans le sens où, avant, j'étais vraiment fixée sur les sujets de genres musicaux, mais maintenant, en fait, je rajoute une nouvelle strate qui est l'enjeu major indépendant. Okay. C'est-à-dire qu'au-delà du fait de faire du rap, le vrai enjeu, c'est est-ce que tu es en indé ou est-ce que tu as Universal, Sony ou Warner derrière toi. Quand tu es dans une major, que tu fasses du rap ou de la pop, entre guillemets, c'est presque pareil, tu vois. L'enjeu, c'est plus un enjeu de pouvoir lié à la force que représentent dans l'écosystème les personnes qui sont avec toi, plus que lié au genre musical. Ça, c'est aujourd'hui, je dirais, l'évolution que j'ai sur ma réflexion sur ce truc-là.
Justement, on parle d'indépendance. Il y a de plus en plus cette recherche d'indépendance, je trouve. De plus en plus ce choix aussi d'aller vers l'indépendance. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je ressens, plutôt que de justement courir derrière les majeurs ou courir derrière les labels, etc. Pourquoi est-ce qu'à ton avis, toi, ça se développe? Est-ce que tu as vraiment l'impression, tout comme moi, que c'est quelque chose une culture qui est en train de se développer, ou pas? Non, c'est en train de se développer, mais j'ai l'impression que ça se développe pas forcément pour les bonnes raisons. Ok. Parce que, en fait, justement, les gens voient l'argent et donc ils se disent que plus tu es indépendant, moins il y a d'acteurs dans la boucle, plus tu gagnes d'argent, ce qui est vrai. Mais une des erreurs, je trouve, qu'on fait beaucoup dans notre musique, c'est que les gens pensent que être en indé, c'est le Graal, sauf que être en indé, ça veut dire avoir aussi beaucoup de responsabilités, notamment au niveau de l'administratif. Moi, je connais plein de gens en indé qui font pas certaines choses qui sont indispensables et qui passent à côté d'une bonne partie de leurs revenus parce que justement, ils sont pas informés. Donc, l'indépendance, moi, j'y crois et c'est ce que je prône parce que j'en suis une et parce que je travaille avec les indépendants, mais à condition d'être informé ou d'être accompagné. C'est juste ce truc-là où je dirais, soyez indépendant, il n'y a pas de souci, mais surtout, soyez indépendant pour les bonnes raisons. Il ne faut pas que ce soit juste, entre guillemets, pour l'argent, dans le sens où, oui, tu veux plus d'argent, mais est-ce que tu es en capacité de pouvoir aller chercher ce plus d'argent? Parce que l'enjeu de la major, c'est que tu gagnes moins d'argent, mais au moins, tu sais que tout est couvert, tu vois. Oui, c'est ça. Et puis, on ne se rend pas compte, mais je pense que l'industrie musicale, c'est en vrai très complexe quand tu commences à t'intéresser justement au côté administratif. On parle de contrats de distribution, de licences, de contrats d'artistes, etc. L'indépendance, ça permet un peu d'échapper à tout ça, mais c'est vrai que du coup, ça conduit à avoir énormément de responsabilités et surtout, ça peut être aussi un frein au développement en quelque sorte parce que du coup t'as pas forcément les moyens que les labels amènent, mais justement du coup je trouve que les structures comme par exemple le CNM qui j'ai pas exactement tous les détails de chaque aide qui est possible, tu vois, avec la SACEM, etc. Mais justement, ces structures qui sont censées aider aux indépendants, c'est très complexe au final. Donc, en fait, quelle est un peu la solution finalement pour essayer de trouver un équilibre justement entre se développer en indépendant de manière viable, sans forcément accéder au label, etc. Mais du coup, justement, en ayant une viabilité, parce que ça paraît très compliqué en vrai dans le monde actuel dans lequel on est, je trouve. Moi, je pense que les organismes de gestion, donc c'est ceux dont on parle, enfin les organismes de la musique, parce que le CNM, c'est pas un organisme de gestion, du coup, vu qu'ils collectent pas de droits. Mais en fait, pour moi, là où ils pêchent, et j'ai déjà eu cette discussion avec des gens qui travaillent à l'intérieur, c'est au niveau de la vulgarisation. C'est-à-dire que en fait, ils vont beaucoup communiquer sur ce qu'ils font, ce qu'ils mettent en place. Mais le problème, c'est qu'en fait, quand tu mets quelque chose en place, si les gens ne comprennent pas la valeur de ce que tu mets en place, les gens ils peuvent pas pleinement en bénéficier. Donc, je pense qu'il y a un vrai enjeu en termes de vulgarisation, de compréhension de ce qui est proposé par les organismes. Par exemple, là, la SACEM, je sais pas si tu as vu, mais en termes de communication digitale, ils sont agressifs. Ils font des collaborations, des cross-posts avec des influenceurs musique, ce genre de trucs. En vérité, c'est ce genre d'initiative dont on a besoin pour justement pouvoir aller toucher justement ces acteurs-là qui, eux, LinkedIn, ils vont pas trop calculer. Le site officiel de la SACEM, quand tu te connectes, c'est pour aller voir tes réparts. Tu vas pas aller voir les actus de la SACEM. Il y a que les gens comme moi, peut-être, qui font ça, parce que c'est mon métier, tu vois. Mais dans l'idée, je trouve ça pertinent justement de réfléchir à comment aller toucher ces acteurs-là, parce que tant qu'ils comprendront pas tout ce qui est à leur portée, jamais ils n'en bénéficieront parce qu'ils iront jamais le demander, tu vois. Oui, puis je pense qu'il y a une nécessité aussi peut-être de transparence. Je trouve que le mot vulgarisation, il est très correct, parce que c'est vrai que quand on arrive et qu'on voit... Parce que moi, je me suis déjà intéressée à faire des dossiers de la SACEM, tu vois. Et pour autant, je pense que intellectuellement, je suis très correcte, tu vois, je suis très en capacité de comprendre les choses, mais c'est vrai que c'est des paragraphes qui sont gigantesques, avec des notions des fois où même c'est un peu compliqué à comprendre si t'es pas forcément hyper cadré dessus, donc c'est pas tellement à la portée de tout le monde non plus, je trouve. Est-ce que du coup, toi, quand tes clients viennent te voir dans le cadre de la 9e Muse, quels sont leurs besoins les plus fréquents en fait, d'accompagnement, etc. En général, on vient me voir pour les subventions. Ok. Mais je refuse 90% des gens. D'accord. Pour la raison simple que des fois, ils ne correspondent pas aux critères, très souvent. Ensuite, les montants qu'ils veulent aller chercher sont trop petits. Trop petits, ok. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas leur faute, mais c'est juste que moi, j'ai un enjeu de rentabilité. Donc, sachant que je prends 10% de ce que je vais chercher, si tu vas aller chercher 1 000 euros, oui, c'est pas intéressant. Je vais gagner, quoi. Tu vois ce que je veux dire? En plus, les dossiers de subvention, c'est ce qui demande le plus de travail, le plus de précision. Donc, c'est énormément chronophage. Donc, si les montants sont pas sexy, j'avoue, je me positionne pas. Mais plus que ça, il y a aussi un enjeu de professionnalisme.
C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils veulent monter des dossiers de subvention, mais les gens ne sont pas payés correctement. C'est-à-dire qu'ils vont payer les gens au black, ils ne vont pas faire de cachet. Des fois, il va manquer des factures. Donc, c'est tous ces enjeux-là, justement, on revient au fait de, entre guillemets, presque percer par hasard, qui font que si les choses ne sont pas faites dans l'ordre, tu as beau potentiellement correspondre aux critères, si derrière, tu n'es pas en mesure de fournir les justificatifs, c'est déjà mort, en fait, tu vois. Donc, il y a ce sujet-là de est-ce que les gens correspondent aux critères? Est-ce qu'ils ont les éléments et ils ont tout fait comme il fallait? Et c'est pour ça que c'est aussi intéressant de donner justement ce type de conversation pour que les gens comprennent que quand je veux amorcer des démarches administratives, il faut déjà que j'anticipe et que dans la manière dont je prépare mes projets, j'ai déjà ça en tête pour être sûr que je mets tout ce qu'il faut en place. Est-ce que, tu vois, dans le dernier interview avec Jordi, je mettais en avant que le fait qu'il ait eu une équipe, ça a pu, et le fait qu'il ait cette structure, c'est ce qui a pu aussi lui permettre de vraiment évoluer rapidement, entre guillemets. Aujourd'hui, on est dans une industrie où du jour au lendemain, un artiste peut pop. Est-ce que pour toi, vraiment, la clé vraiment de la réussite, en finalité, c'est pas tellement l'explosion commerciale, entre guillemets, mais c'est vraiment la structuration? Je peux pas te dire ça. Enfin, je pourrais te dire ça pour avoir plus de clients, mais ce serait faux. Ce serait faux. Non, pour moi, la structuration, c'est les fondations. Parce que la vérité, c'est que si tu pop, c'est super, mais si tu pop, mais que tu récupères pas tout ton argent, en réalité, les gens, ils veulent pop pourquoi? Pour, être célèbre peut-être, mais pour gagner de l'argent et vivre de leur musique. Donc, si tu fais pas ce qu'il faut pour vivre correctement de ta musique, ça sert un peu à rien, tu vois. Donc, pour moi, structuration, c'est les fondations. Mais derrière, ce qui va compter, c'est évidemment le succès commercial, tu vois. Okay. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que sans succès commercial, et si tu es bien structuré, tu peux réussir aussi à vivre de ta musique. Et ça, c'est un truc que beaucoup de gens ignorent. T'as pas besoin de faire 1 million de streams pour pouvoir vivre de ta musique. Il y a des gens, ils sont pas connus, mais ils vivent de leur musique dans le plus grand des calmes, tu vois. C'est juste des sujets de structuration et de comment tu penses ton business, en fait. Puis, exactement, c'est ça. Et puis de se dire, en fait, si tu sais placer ta musique à quelques endroits stratégiques, en réalité, tu peux avoir une viabilité, justement. Là, je pense notamment à l'aspect publicitaire. Bon, là, je vais parler d'un artiste qui est déjà établi, mais Luigi, par exemple, il a placé un son pour la SNCF, je crois. Je crois que c'était pour la SNCF. Tu sais qu'à partir de ce moment-là, la rentabilité, elle va être bonne, parce que justement, il a réussi à placer quelque chose sur un média classique, entre guillemets. Donc, c'est vrai qu'il faut savoir être stratégique aussi dans là où on positionne sa musique. C'est pas que être sur les réseaux sociaux, etc. Ce qui, je trouve, est un peu un mindset qui est beaucoup développé ces derniers temps chez les artistes, notamment du rap, en vrai de vrai, parce que du coup, on a un peu donné cette sensation que sur TikTok, tu peux devenir viral en quelques temps, et c'est la réalité. C'est pas pour tous, mais c'est la réalité. Mais du coup, je trouve qu'il y a un peu une idéologie de la facilité de rentrer dans le marché qui existe, alors qu'en vrai, c'est pas facile, en vrai de vrai. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est clair. Non, ce que tu dis, c'est vrai. Mais le truc, c'est que maintenant, même les acteurs, même au sein des majors, ils sont matrixés par les réseaux sociaux. Ouais. C'est-à-dire que t'as beau avoir un artiste qui est bon, qui fait de la musique, qui est qualitatif, qui fait un peu de chiffres, si derrière, il n'y a pas des stats au niveau des réseaux, c'est compliqué. Mais ça, c'est... Tu vois. Donc, ça veut dire qu'en fait, les artistes, moi, je les comprends parce que derrière, si les personnes avec qui tu es censé bosser, leur seule première question, c'est t'as combien d'abonnés? T'as combien d'auditeurs mensuels? Combien de personnes ont liké ton dernier truc? À un moment donné, t'es en mode, en fait, à quoi ça sert de faire de la bonne musique? Je vais juste faire de la data et ça suffira, tu vois. Et moi, j'en connais des artistes qui ont pété du jour au lendemain juste parce qu'ils ont réussi à faire un buzz. Et derrière, en fait, ça fonctionne pour eux, tu vois, parce qu'ils arrivent à enchaîner, mais ils sont très peu dans ce cas de figure-là. En général, t'as un hit, et derrière, faut être suffisamment intelligent pour convertir, et c'est là, justement, où la structuration prend toute sa place. Et du coup, vis-à-vis de tout ce qui est édition musicale, récupération des droits, etc., il y a quelques années, ce marché-là, en tout cas de l'édition musicale, avait été bousculé, notamment avec l'amont du streaming, l'avancée du streaming. Aujourd'hui, il y a d'autres problématiques qui se posent, comme par exemple TikTok, ou même, je pense à l'IA aussi, qui pose problème aussi dans le milieu. Quels sont pour toi les plus gros défis dans l'édition musicale vis-à-vis de tout ça et de l'évolution du marché? Pour moi, l'IA, en fait, je le vois plus comme En fait, pour moi, l'IA, c'est plus une opportunité qu'une problématique, tu vois. Et par exemple, tu vois, je crois que c'est l'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais plus, il y a la SACEM et la GEMA, donc l'équivalent allemand, qui avaient sorti un rapport, justement, pour parler de l'IA et de la manière dont les adhérents utilisent l'IA, tu vois. Et c'est intéressant parce qu'en fait, le rapport, il a été fait par des institutions musicales, mais il développe que la manière dont on peut s'en servir dans la musique et pas dans l'administratif, tu vois. Et je pense qu'il y a un vrai sujet par rapport à l'IA, dans le sens où, dans l'administratif plutôt, dans le sens où, en fait, je trouve que vu que c'est un milieu
qui est beaucoup géré par des personnes un peu âgées, entre guillemets, tu vois, on a toujours tendance à être en réaction plutôt que d'être dans l'anticipation. Tu vois, par exemple, là, un truc comme l'IA, même ChatGPT, moi, par exemple, j'utilise au quotidien pour faire plein de choses différentes. Et je me dis, mais comment ça se fait que l'IA, on s'en préoccupe pour les artistes? Et c'est vrai que c'est un sujet en termes de propriété. Mais nous aussi, en tant qu'acteurs, j'ai pas l'impression qu'il y a assez de discussions sur comment on peut utiliser l'IA et le mettre à notre bénéfice, tu vois. J'avais pas du tout vu les choses comme ça, tu vois. Enfin, genre, j'avais pas justement pensé... Enfin, j'avais beaucoup pensé par rapport à l'aspect vraiment musique, mais pas à l'aspect, c'est vrai, administratif. Et c'est vrai que moi, je sais que dans mon travail de photographe, c'est un truc qui est beaucoup mis en avant aussi, le truc de « Ah, ça y est, nos métiers vont être remplacés et tout ». Moi, je pense que non. Je pense que c'est un vrai outil d'aide qui peut t'aider à justement développer, aller plus loin encore dans ta création. Mais je sais que c'est pas du tout un avis qui est partagé par tout le monde. Mais c'est vrai que ça peut être un outil qui peut être vraiment utile dans votre quotidien aussi et qui peut vous aider à justement faciliter des démarches. Donc c'est vrai que je l'avais pas du tout vu comme ça. C'est super intéressant. Je te remercie. Et je réfléchis quand même à mon sujet. Je vois ça, c'est très bien, c'est très bien. Toutes ces connaissances que tu as sur l'administratif et l'édition musicale, tu les mets aussi dans la gestion du label 99... Révolution. 99 Révolutions. J'allais dire 99 Nations. Autre chose, qui est un label indépendant, du coup. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer quel est concrètement ton rôle de cette directrice, de directrice de label, du coup? Alors, 99 Révolutions, donc c'est un label qui a été créé par l'artiste Youssoupha, donc qui, après Beaumaillé, a voulu monter sa propre structure, d'abord pour lui, mais aussi pour pouvoir produire d'autres artistes avec un ADN qu'il appelle de... musique populaire, comment il appelle ça? Il dit que c'est de la musique populaire pointue. Ok. Donc l'idée, c'est de faire de la musique qui soit qualitative, mais qui puisse être appréciée par le plus grand nombre. Parce qu'on a souvent tendance à dire que la musique qui plaît à beaucoup de gens, c'est de la soupe, c'est des trucs qui sont pas consistants. Donc voilà, nous, c'est ça notre challenge. Les lyrics sont pas ouf. Exactement, tu vois. Donc c'est un peu ça le challenge. Et donc l'idée, c'était de monter un label donc qui lui permet lui de se développer et développer des artistes qui sont dans un ADN qui le correspond. Et donc moi, mon travail, c'est de gérer tout ce qui n'est pas artistique. C'est-à-dire que lui, vraiment, il part du principe que là, il a monté sa structure pour avoir sa vision, développer son ADN artistique. Et moi, je m'occupe de tout le reste. Mais du coup, j'étais assez surprise de voir que c'était une volonté de Youssoupha parce que je me suis dit, mais justement, pour un artiste comme Youssoupha qui, pour moi, n'a plus rien à prouver dans l'industrie musicale, qui est un artiste du coup qui peut peser face au label, tu vois, dans les décisions de contrat, etc. J'étais un peu surprise du coup que lui décide d'aller justement sur de l'indépendance, mais du coup là maintenant tu m'expliques que c'était vraiment dans une volonté aussi de pouvoir produire librement du coup. Oui, Beaumaillé c'était déjà un label indépendant. Oui. Tu vois. Oui. C'est-à-dire que Beaumaillé c'était un label indépendant, mais il avait des associés. Oui. Et là pour le coup, moi, on va dire que dans la boucle, j'ai pas le même rôle que pouvaient avoir les associés de Youssoupha dans le sens où moi, sur l'artistique, bon, je peux donner évidemment, surtout sur les signatures, mon avis, mais sur lui, sa vision, on peut dire que je suis une exécutante. Ok. C'est-à-dire que moi, je vais être là pour faciliter et faire en sorte que ce qu'il a dans la tête, ça prenne vie en réalité, quoi. Est-ce que je peux te demander comment est-ce que cette collaboration entre vous a commencé? Au départ, donc moi, j'ai commencé la 9e Muse en écrivant des articles. Et donc, c'est un gars que je connaissais pas qui m'a écrit un jour pour me dire qu'il trouvait mes articles trop bien et qu'il voulait qu'on se rencontre. Donc, je l'ai rencontré. D'ailleurs, il s'appelle MKS. Je lui fais un big up. Il regardera l'interview. Trop bien. Bonjour MKS. Et du coup, on est resté en contact, on s'entendait trop bien. Et un jour, il me dit, il y a Youssoupha, j'ai entendu parler, il veut monter une nouvelle structure et tout. Faut que tu le rencontres. Et donc, il essaie à chaque fois d'écrire à Youssoupha pour lui demander de me rencontrer. Et Youssoupha n'a jamais voulu. Ok. Il ne voulait pas? Il ne voulait pas me rencontrer. Ah d'accord, ok. Il disait, mais je m'en fous de ta pote, qu'est-ce que tu me racontes, je m'en fous. Donc, on ne s'est jamais rencontrés. Et un jour, il a vraiment insisté. Et vu que Youssoupha avait besoin d'un service de sa part, il a fini par accepter. Ok. Et donc, comme quoi l'industrie de la musique. C'est vraiment incroyable. Et donc, du coup, je me pointe dans ses anciens bureaux de chez Beaumaillé, du coup. Et donc, je lui présente ce que je fais, etc. Et moi, de base, ma mission... Moi, je m'en foutais de son label, en fait. Parce que la prod, ça m'intéresse pas. Je trouve que c'est un secteur où il faut beaucoup investir. Et moi, donc, sachant que j'ai pas d'argent de base, au départ, moi, ça m'intéresse pas de trop investir. Je préfère faire de l'édition, moins d'investissement, plus de rentabilité. Logique. Très business. Tu vois, voilà. Et donc, du coup, on discute. Et moi, je me dis, bon, Youssoupha, je vais le choper comme client. En plus, pour le portfolio, ça va rendre bien et tout. C'est trop bien. Donc, je lui parle. Je vois qu'il est pas dans moi. Okay. Et on m'a dit, ouais, mais ce que tu fais là... En vrai, je peux prendre un petit, il le fait, ça m'intéresse pas. Et donc là, je me dis, faut que j'arrive à l'attraper. Et donc, finalement, je me retrouve à lui parler du travail aussi au niveau institutionnel que je fais. Donc, je fais aussi de la vulgarisation sur
que font les commissions des organismes de la musique, politiquement, qu'est-ce que ça veut dire d'être dans des commissions, comment les acteurs du rap ils peuvent intégrer ce genre d'organisme pour peser. Et c'est là où j'ai vu qu'il était en mode ça c'est intéressant, on m'en a jamais parlé. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé la collab. Justement, il me faisait faire un peu d'édition et en même temps je pouvais l'accompagner sur cet aspect plus politique. Et donc au fur et à mesure de la collab, humainement ça s'est trop bien passé. Et donc il m'a demandé de le suivre sur le label. Et je me rappelle que le premier jour on s'est rencontrés, il m'a dit toi tu vas gérer mon label. J'ai dit mais pas du tout, ça m'intéresse pas. Je te veux juste en client, le reste là me parle pas de ça, je suis pas là-bas. C'est bien, t'as été honnête. Ouais, mais 1 an et demi après, quand il m'a dit allez, on gère mon label, de toute façon on est tout le temps ensemble, on fait tout. Je dis vas-y. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On y va. Mais du coup, tu parlais justement alors, je reprends tes mots à peu près, de l'intégration des figures rap dans les commissions. Ouais. Youssoupha, si je dis pas de bêtises, il a été à la commission des variétés de la SACEM. Ouais, 2 années. 2 années, ce qui en vrai est un avancement. Parce qu'il n'a pas été mis dans une catégorie rap, il a été mis dans une catégorie variette. Ce qui pour moi est logique, parce que Youssoupha, certes, je trouve que oui, c'est un acteur rap, mais il pourrait très bien correspondre aussi à de la variette. Et justement, dans son documentaire, tu lui souhaitais justement d'avoir des récompenses à la fois rap, mais aussi généralistes. Il y a toujours cette différenciation entre vraiment, on éloigne le rap et tout ce qui va être, entre guillemets, lié au rap. Je vais dire musique urbaine, même si on connaît ce terme, du reste en fait des autres catégories. On en a carrément créé une cérémonie avec les flammes pour vraiment mettre le point sur la table en disant ok, là maintenant on a besoin d'être reconnu. Est-ce que tu as l'impression que par des petits points comme ça, c'est des choses qui font avancer l'industrie ou c'est encore très compliqué, tu vois? Ok. Alors, j'aimerais revenir sur un premier truc que tu as dit. Tu as dit qu'il faisait partie de la commission des variétés. Ouais. C'est vrai, mais donc à la SACEM, les commissions, elles sont pas triées par genres musicaux. Okay. En fait, la commission des variétés, c'est une commission qui a un rôle spécifique. C'est-à-dire, tu vas avoir la commission des variétés, tu vas avoir la commission des programmes, tu vas avoir la commission à l'autoprod. Okay. En fait, c'est pas lié à des genres musicaux. Donc, c'est pour ça. Tu fais bien de le préciser. Non, t'inquiète. Et ensuite, tu m'as dit quoi, pardon? Je t'ai dit que encore aujourd'hui, on divisait beaucoup la musique dans les genres et le rap était vraiment toujours un peu mis de côté dans leur propre truc, tu vois. Ouais. Et que du coup, il y a une réelle envie et ambition de se dire, ok, nous, on a aussi notre place dans les cérémonies, on a aussi notre place dans cette reconnaissance télévisuelle aussi, donc ils ont mis en place les flammes. Ça s'est confirmé encore aussi avec les victoires de la musique. Enfin, je vais pas forcément revenir sur des faits d'actualité, mais on a vu dans les années précédentes que, encore une fois, les chiffres correspondaient pas forcément à la représentation. Est-ce que tu as l'impression que ça évolue justement ou pas encore? J'ai une posture qui est pas très populaire du coup sur ça. Moi, j'ai aussi l'impression que le rap aime aussi être marginalisé. Okay. Parce que en fait, il y a aussi dans l'identité du rap ce truc de on est mis à l'écart, ils nous comprennent pas, par nous pour nous, et je valide à 100%, hein, je viens de là, mais il y a plein de choses qui ont été mises en place qui auraient pu en fait donner lieu à une espèce de réconciliation, par exemple, mais il y a plein de choses qui ont été mises en place qui auraient pu en fait donner lieu à une espèce de réconciliation. Par exemple, les flammes, à un moment donné, les victoires se sont rapprochées des flammes pour discuter et pour voir comment justement mettre en commun et essayer de faire un truc plus généraliste. Okay. Tu vois. Les flammes ont refusé. C'est un move qui a ses raisons, mais c'est juste une manière de dire qu'en fait, il y a parfois des initiatives qui sont faites. C'est vrai qu'elles sont souvent faites en réaction et pas en anticipation, ça c'est certain, mais il y a des initiatives qui sont mises en place et très souvent, ça arrive que les acteurs du rap sont en mode « Ah non, on n'est pas là-bas, ça ne nous intéresse pas ». Parce que parfois, ils ne comprennent pas tous les enjeux qu'il y a derrière, ce qui est une réalité, et parfois aussi parce que je pense qu'il y a vraiment ce goût d'être... Rébellion. Le rebelle de la famille, en fait. Tu vois. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, je trouve que ça n'a plus vraiment de sens parce que le rap, c'est la nouvelle variété. Donc, en fait, on n'est plus les rebelles, c'est plus nous. Tu vois, c'est plus nous. C'est devenu le truc de base, en fait. Exactement. Donc, en fait, asseyons-nous, acceptons notre rôle de grand frère. Voilà, on n'est plus l'adolescent qui fait sa crise d'adolescence. Maintenant, on est l'adulte responsable qui doit trouver un job. On fait tourner l'industrie. Donc, asseyons-nous, concentrons-nous et faisons le taf, tu vois. Donc, ce que tu dis, c'est vrai, mais je trouve qu'on a aussi ce truc de... on veut rester les rebelles, tu vois, alors que parfois, je trouve que c'est pas forcément nécessaire. Il y a du coup des torts un peu des deux côtés au final, quoi. Enfin, des torts... Oui. Voilà, des positions des deux côtés qui ont du mal encore à s'accorder. C'est ça. Ok. Tu disais aussi dans le documentaire que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs, tu disais que le label du coup de Youssoupha, enfin le 99 Révolution, avait comme ambition de faire de la grande musique. Quelle est ton ambition, toi, pour ce label en tant que directrice? Parce que du coup, tu t'occupes pas de la vision créative, mais quelle est ton ambition aussi vis-à-vis de ce label?
Que tous mes artistes soient certifiés, multi-certifiés, et que ce soit qu'ils fassent partie du top 5 de chacun de leurs genres musicaux. C'est-à-dire que je veux que Youssoupha, il soit... J'ai même envie de dire top 3 pour lui, parce que... C'est Youssoupha, voilà. Mais moi, mon objectif, c'est que mes artistes, en fait, quand on parle des genres musicaux sur lesquels ils sont positionnés, qu'ils puissent mettre à l'abri leur famille aussi, parce qu'il y a un enjeu forcément financier. Donc, ouais, c'est ça, en fait. Percer, quoi. Voilà, c'est ça. Et il y a Evan Sam, du coup, qu'on connaît bien ici, qui est en train de créer un peu un nouveau sous-genre, si je peux dire, avec l'afro-disco. Un nouveau genre, pas sous-genre. Un nouveau genre, pardon, qui est l'afro-disco, que je trouve hyper intéressant et qui est très frais dans l'industrie. Est-ce que c'est par ce genre aussi, par cette volonté vraiment de, se différencier des autres, est-ce que c'est ça aussi un peu l'identité de ce label-là aussi? Ouais, c'est ça. En fait, nous, notre positionnement, c'est de se dire, on travaille avec des artistes qu'on trouve extrêmement talentueux et sur lesquels, justement, une major ou d'autres labels ne se positionnent pas parce qu'ils estiment que soit il n'y a pas de data ou soit c'est trop expérimental. Par exemple, Evan Sam, je le dis en toute objectivité, est un génie musical, ok? Clairement. Je le dis même en rendez-vous, je suis très à l'aise avec ça. Est un génie musical et beaucoup de gens dans l'industrie peuvent s'asseoir et te dire c'est un génie musical et quand tu leur demandes du coup tu le signes, non tu comprends c'est compliqué parce qu'en fait le truc c'est qu'aujourd'hui les gens ils sont trop focalisés sur les mauvaises données alors que la donnée principale en vérité c'est le talent, c'est la musique. Totalement d'accord. Et nous c'est ça justement notre ADN, c'est la musique, le talent, et après le reste en vérité c'est que du travail, donc on va travailler. Et Sam il a un profil un peu particulier parce que du coup il est à la fois compositeur et aussi artiste, et c'est en train de tout se mélanger pour créer vraiment une nouvelle identité artistique. Est-ce que c'est le genre de profil qui est un peu compliqué à placer dans l'industrie, justement, parce que il a débuté en tant que compo et aujourd'hui il est en train de créer ses morceaux, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui est un peu plus complexe Non, je trouve pas. Parce qu'en fait, le truc, c'est que, par exemple, on a un autre artiste qui s'appelle Baze, du coup. Evan Sam, ce qui est bien, c'est qu'en fait, il a une antériorité. C'est-à-dire que quand tu vas au rendez-vous ou quand tu parles de lui, même si on le connaît pas directement en tant qu'artiste ou DJ, on le connaît en tant que compositeur. Donc, ça fait que tu peux dire, ouais, il a travaillé avec Booba, il a travaillé avec Youssoupha, il a travaillé avec Tiakola. Et donc, tout de suite, les gens, ils s'intéressent, ils se redressent et ils t'écoutent. Alors que Baze, il n'a pas d'antériorité. Donc, je dis, ouais, Baze, il est super fort et tout. On va dire, ouais, mais du coup, il a travaillé avec qui? Tu peux pas citer de nom. Tout de suite, les gens, ils ont les oreilles fermées, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, ça crée quand même une facilité, le fait qu'il soit multitâche. Et même, je te mens pas, en termes artistiques, ça fait que j'ai pas besoin de payer de compo. Il fait ses prods. J'ai pas besoin de payer un chanteur, il chante. Enfin, je veux dire, moi, en tout cas, financièrement, je suis au beurre. Quelle économie, ça, vraiment. Merci pour ça. Trop bien. Tu parlais du coup de Baze, c'est ouais. Ça? Alors, je t'avoue, je le connais pas. Là, j'ai une facilité à parler de Sam parce que du coup, je le connais bien, mais Baze, je le connais pas. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet artiste-là? Pourquoi est-ce que justement vous avez choisi cet artiste-là dans le label Voilà, parce que pour l'instant, il y a Youssoupha, Evan Sam et Baze. Donc Baze, en fait, c'est un artiste qui est d'origine sénégalaise. Donc tous nos artistes sont afro-descendants. Voilà, c'est un statement que j'ai. Ok. Voilà. Oui, j'ai cru comprendre que c'était quelque chose qui Je suis très communautariste et je suis très à l'aise avec ça. Il n'y a pas de problème ici. Donc, ils sont tous afro-descendants. Et donc, Baze, du coup, il est d'origine sénégalaise. Et Baze, en fait, il est trop fort. Déjà, il est trop fort. Je dirais, il écrit comme un Youssoupha. Okay. C'est-à-dire que vraiment, il a une vraie plume, il écrit vraiment bien. Ouais. Voilà. Mais il sait chanter aussi bien qu'un chanteur de R&B. Okay. Tu vois. Donc, c'est-à-dire qu'il a vraiment une polyvalence que moi, personnellement, j'ai rarement vue. Et donc, c'est vraiment ça qui nous a séduit, en fait. C'est le fait que le mec, il écrit super bien. Et le pire, c'est qu'il n'est pas né en France. Ouais. Il est venu en France à un certain âge, mais il écrit, t'as l'impression qu'il a fait là les études, qu'il est né en France, il a une facilité, c'est monstrueux. Donc, et c'est d'ailleurs pour ça que, avec Youssoupha, on a pris le pari de le mettre en première partie de Youss. Ce qui est pas évident, parce que Youss, déjà, il fait quand même des grosses stats. Il a fait l'Olympia en première partie, Baze, du coup. Et ça s'est super bien passé. Et vocalement, en fait, il fait grave le taf et on a que eu des bons retours, en fait. Génial. Donc, c'est un peu ça. Du coup, Baze, c'est un peu notre artiste qui chante, qui rappe. On ne sait pas si c'est un rappeur, un chanteur. Nous-mêmes, on ne sait pas sur sa communication comment on doit se positionner, parce que les deux, il les fait parfaitement. Est-ce que c'est pas un peu le genre de profil qu'on recherche actuellement, en vrai? Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de clones, en vrai. Beaucoup de personnes qui essayent de ressembler à tel artiste, etc. Et j'ai l'impression que
il y a vraiment genre un besoin de différenciation au global dans l'industrie, un besoin de repousser les codes, un besoin d'aller chercher plus loin que la base, tu vois. Donc c'est des profils qui pour moi sont justement ce qu'on recherche actuellement, tu vois. Et du coup, pas quels sont les critères, parce que je pense qu'on parle pas forcément de critères, mais comment est-ce que vous allez chercher justement dégoter ces nouveaux artistes? Soit c'est de la reco, soit on tombe dessus par hasard. Donc en vérité, c'est ça. Et les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux. Ouais, les réseaux sociaux, ça aide. Par contre, en termes de critères, si, on en a. Donc du coup, l'afrodescendance, ça fait partie de mes critères. Il y a aussi le fait d'avoir un manager. C'est-à-dire que j'ai aucun de mes artistes qui n'a pas de manager. Si t'as pas de manager, t'as beau être super talentueux, je ne te signerai pas. On te signera pas. Parce qu'en fait, on part du principe que pour être efficace, on a besoin que l'artiste il soit encadré. Et nous, c'est vrai qu'on a un label, mais on peut pas faire du day-to-day, en fait. Parce qu'on a trop de gens à gérer. Donc l'idée, et c'est le conseil que je donnerais aux artistes, si vous voulez un label ou un éditeur ou peu importe, essayez toujours de trouver comme premier acteur un manager, parce que c'est la personne justement qui peut vous encadrer et vous accompagner pour que la suite soit plus facile. Parce que quand t'es artiste, il y a trop de trucs à penser. Et déjà, juste faire de la musique, en tout cas de la bonne musique, ça prend du temps et c'est fatigant, tu vois. Donc ouais, il y a l'enjeu du manager, l'afrodescendance, le talent. Après, évidemment, c'est subjectif, mais bon. Voilà, le talent, je dirais. Et après, c'est déjà pas mal en vrai. C'est déjà pas mal. Dans une de tes vidéos de ta chaîne YouTube, tu faisais le bilan. Oh là là, les dossiers, non. Faut pas mettre d'extrait. Hein. Non, je mettrai pas d'extrait. Voilà, très bien. En tout cas, tu faisais le bilan des 2 ans d'activité de la 9e Muse. Ouais. Et il y avait une phrase qui m'a personnellement beaucoup touchée. C'était que tu disais que tu avais eu ton CDI de rêve et tu avais décidé de ne pas le prendre pour te concentrer sur l'entrepreneuriat. C'est quelque chose qui m'a touchée parce que moi-même, je suis dans ce truc-là de... Est-ce que je continue? Est-ce que, enfin, tu vois, c'est le monde de l'entrepreneuriat, il y a des doutes, et donc ça m'a beaucoup touchée. Mais tu as fait ce choix-là, ce qui est pour moi très courageux. Comment dire? Parce qu'en plus, enfin, Dieu seul sait à quel point c'est dur d'entreprendre dans la musique lorsque tu es une femme. En plus, une femme racisée, en vrai de vrai, c'est encore plus complexe, je pense. Là, c'est à toi de me le dire ou pas. Mais en tout cas, je sais qu'il y a d'autres problématiques qui se posent encore. Qu'est-ce qui t'a motivé en fait dans cette décision à l'époque concrètement? Parce que c'était pas quelque chose qui était facile à prendre, quoi. Ouais. En vrai, je dirais que le fait d'être noire et de bosser dans le rap, franchement, ça me facilite. Ok. Je vais pas mentir ici, ça me facilite. Même le fait d'être une femme et de faire de l'administratif, ça me facilite aussi. Ok. Parce qu'il y a ce préjugé de t'es une femme, donc t'es plus minutieuse, tu fais plus attention. C'est vrai. Je suis très à l'aise avec ça. Du coup, donc faut savoir choper les... Oui, forcément. Ça y est, à un moment donné. Faut bien que ça serve. C'est ça. Donc non, être une femme noire dans mon secteur et dans ma musique, ça me facilite. Le fait d'être jeune aussi, ça me facilite. En tout cas, auprès de mes clients et mes clients cibles, tu vois. Après, auprès des partenaires, c'est autre chose. Parce que là, forcément, en général, ils ont le double de mon âge. Donc, ça crée un espèce de rapport de ancien newbie. Mais ça va, c'est gérable. Et par rapport à cette décision, qu'est-ce qui m'a... Franchement, quand je l'ai fait, je me suis dit, tu fais n'importe quoi, mais tu vas le faire quand même. Ok. Parce que je pars toujours du principe que je préfère regretter un truc que j'ai fait que de regretter un truc que j'ai pas fait, tu vois. Et c'est vrai que c'est une période qui était difficile parce que même financièrement, j'étais à terre. Oui. J'étais clairement à terre financièrement. C'est difficile. En plus, mes parents, forcément, ils sont inquiets. Donc, prends le CDI, c'est bon, t'es fatigué et tout. Il y a la sécurité. En fait, il y avait un truc dans mes tripes, tu vois, qui me disait, mais en fait, fais pas ça. Parce que là, en fait, même, il y a un truc qui est mathématique, c'est quelqu'un qui vient te chercher pour une chose, ça veut dire que ce que tu es en train de faire là, c'est bon, faut continuer. Parce que si c'était pas bon, personne viendrait te chercher. Donc, si quelqu'un vient te chercher, toi-même, pose-toi la question de, attends, est-ce que j'ai vraiment raison de laisser poursuivre cette personne? Parce qu'elle, même si elle est venue me chercher là, c'est qu'elle voit le potentiel de ce que je suis en train de faire. Et c'est ça, en fait, qui m'a rassurée, c'est de me dire, attends, en plus, la personne qui est venue me chercher, c'est une personne que j'admire énormément professionnellement, qui vraiment pour moi est incroyable, tu vois. Donc je me dis, attends, si elle me donne l'heure avec mon tout petit truc rikiki là, et je sais que je suis que au début, c'est-à-dire que si je me concentre, mais je tiens de l'or entre les mains en fait, et je peux pas gâter en fait, je peux pas sacrifier, donc voilà. Et du coup, j'ai bien fait. Oui, du coup. Et j'ai bien fait, Dieu merci, mais ouais, ça aurait pu être différent. Mais je pense que tu peux pas regretter de te faire confiance, parce qu'il y a aussi ce truc là, tu vois. Enfin, si j'avais accepté, peut-être que j'aurais été heureuse, hein, même probablement, mais il y a toujours ce truc de j'ai pas cru en moi, tu vois. C'est ça. Et je pense que c'est... S'il y a un projet où est-ce que je dois croire en moi versus est-ce que je dois me sécuriser? Pour moi, il faut toujours choisir de croire en soi. Je trouve que c'est un peu aussi, la qualité d'une personne qui travaille dans la musique, en vrai. Et dans le milieu artistique au global. C'est d'avoir un peu ce culot de
de pas choisir la sécurité en vrai, parce que c'est pas un milieu qui te permet la sécurité. En vrai de vrai, c'est... Je pense qu'il y a un truc, on met beaucoup en avant les paillettes, on met beaucoup en avant la réussite et tout, mais en vrai de vrai, 90% des personnes qui travaillent dans l'industrie musicale sont dans des états en vrai précaires, tu vois. Donc avoir ce courage et ce culot d'aller justement à fond dans son truc, c'est presque nécessaire, je trouve, pour quelqu'un qui travaille dans l'industrie. Est-ce que toi, tu aurais des conseils pour quelqu'un qui voudrait soit se lancer dans l'administratif, dans la musique, s'intéresser à ces choses-là, ou plus au global dans l'industrie musicale? Pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'industrie musicale, ça dépend, en artiste ou en pro? Écoute, nous, ici, on parle des pros, donc je dirais des pros. Ok. Je dirais développer votre personal branding. Okay. C'est une priorité. En fait, pour moi, aujourd'hui, si tu vis pas de ton activité et que t'es pas visible, qu'est-ce que tu fous, en fait? C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, personne t'attend, le monde n'a pas besoin de toi. Donc, si les gens, ils sont pas confrontés à ton visage devant leur face pour se dire c'est cette personne qu'il vous faut, ils iront jamais te chercher. Surtout si t'as pas de nom, si t'as pas d'entourage. Enfin, le personal branding, moi, c'est ça qui m'a permis de vivre de mon activité. C'est parce que je postais à toute patate les vidéos. De toute façon, si les gens vont sur ma chaîne YouTube, elles sont dégueulasses. Elles sont dégueulasses. C'est même pas de la HD, c'est n'importe quoi. Le son est horrible, tu vois. mais c'est hyper intéressant. Elles sont nécessaires, je trouve. Tu vois, et c'est ça qui m'a amené là où je suis, en fait. Franchement, faites-le même si c'est approximatif, même si vous savez que dans 2 ans, vous aurez honte, faites-le. Parce que il y a une citation, je sais plus qui l'a dite, qui dit que si quand vous lancez un projet, vous en avez pas honte, c'est que c'est déjà trop tard. C'est-à-dire que quand tu lances un projet, faut qu'en le regardant, tu te dises, putain, c'était pourri de ouf, hein. Mais ça veut dire que justement, tu l'as lancé au bon moment, au moment où tu étais prêt à construire, où tu étais en train d'expérimenter. Et c'est ça, en fait, c'est de l'expérimentation. Donc, mettez-vous en avant, parlez de vous, parlez de votre expertise. Parce que ça aussi, tu vois, même si tu veux être salarié, demain, il y a ton CV, il y a le CV de quelqu'un d'autre. Toi, en tapant ton nom, on trouve des articles, on trouve des interviews, on trouve du contenu. Tu as déjà gagné 10 points d'avance sur le mec qui a juste un CV et qu'on trouve pas sur Internet, tu vois. Donc, en vérité, il y a que des points positifs à faire parler son expertise sur Internet, tu vois, que ce soit à l'écrit, à la vidéo ou comme tu veux. Donc, personal branding. Pour l'administratif, ayez la dalle, en fait. Quand je dis ayez la dalle, ça veut dire soyez prêts. J'aime pas dire ça, hein, parce qu'on me l'a fait, mais soyez prêts à faire des trucs gratuits. Parce que l'administratif, c'est un truc qui est très pointu, très touchy. Et les gens, si tu le fais pas gratuitement, au début, je trouve que c'est difficile qu'ils te fassent confiance. Donc, soyez prêts à aider les gens gratuitement. Et en fait, il y a que le terrain. Ouais. Parce que, en fait, aujourd'hui, les écoles de musique business, franchement, voilà, tu vois. Oui. Ce qui compte, c'est le terrain. Oui, tu vois. totalement. Ce qui compte, c'est le terrain. Donc, en vérité, soyez prêts à faire bénéficier de vos capacités, compétences gratuitement. Formez-vous sur le tas. Et en vérité, il n'y a que ça de vrai. Hein. Moi, j'ai beau avoir fait un master en administration de la musique, c'est pas là-bas que j'ai appris à monter des dossiers de subvention, c'est pas là-bas que j'ai appris à faire des dépôts SACEM, c'est le terrain, en fait. Donc, personal brand, terrain, et ça devrait aller pour vous. Merci beaucoup, Céline. Merci à toi. C'était un plaisir de te recevoir. On a parlé de plein de trucs. J'ai trouvé ça trop intéressant. Merci à toi, merci. J'espère que ça plaira aussi aux personnes qui vont nous regarder. Mais je pense que oui, en vrai, il y a beaucoup d'informations. Abonnez-vous et commentez. Merci. Bah, tu m'ôtes les mots de la bouche. Merci beaucoup. Oui. Elle a l'habitude d'entêter sur YouTube. Voilà. Faut pas trop dire, je t'ai dit, faut pas qu'ils aillent voir les vidéos. C'est vrai. On mettra pas le lien, du coup. Ok. On mettra le lien de Insta, etc. Mais on mettra pas les liens de la vidéo. J'ai compris. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. En tout cas, on se retrouve pour le 3e épisode très prochainement. J'espère que la vidéo vous a plu. Elle l'a dit avant moi, mais n'hésitez pas à vous abonner, à liker, mettre des commentaires, etc. Je lis tout. Donc voilà, nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. À très bientôt.